Je voudrais souligner le caractère absolument chaotique de cette discussion. Nous avons un plan en 8 articles et nous voici, avant l'article 1er, en train de discuter de l'organisation générale de l'entreprise. Tout ça, on nage, c'est fou, quoi. Et vous posez une question, chers collègues, je comprends grâce à la ministre de quoi vous parlez exactement, vous proposez un modèle, la ministre vous répond par un autre, ni l'un ni l'autre ne font autre chose que de nous parler de structure juridique, et à aucun moment on ne comprend quel est l'intérêt du point de vue du service d'avoir d'abord, si vous voulez bien, séparé le réseau de l'exploitation, version Guesso, à aujourd'hui passer à autre chose, qui est de dire « Ah mais non, il faut les rapprocher dans une entité où ils restent distincts, mais où il y a un chapeau par-dessus ». À quoi est-ce que tout ça sert du point de vue de la circulation des trains ? Est-ce que le train va circuler plus vite, mieux, plus sûrement après qu'avant? C'est quand même ça la discussion. Si on parle de pacte ferroviaire, le reste est un jargon technocratique absolument inécoutable. Et vous venez de dire, madame, que les précautions que demande la Commission, c'est toujours la même. Faites ce que vous voulez, faites 4, 5, 6, 7, 8 entreprises. Si ça vous amuse, dit la Commission, à une condition, que la concurrence soit respectée. C'est tout ce qui les intéresse. Alors maintenant, on attend d'entendre pourquoi la concurrence fait rouler mieux les trains et dans quelles conditions elle permet de réaliser un meilleur service pour la population. Ce n'est pas vrai. Le train de 8h01, ce sera le train et il n'y aura pas de concurrence parce qu'à 8h01, il passe qu'un train sur ce fuseau horaire. Et à 8h05, il en passe un autre et à 8h10, il en passe un autre. Donc la concurrence est une vue de l'esprit qui n'existe pas en termes de transport. Sauf si on fait comme les Anglais en disant bah, écoutez, si vous voulez que ça vous coûte moins cher, levez-vous à 4h du matin, prenez le train de 5h parce qu'il vous coûtera moins cher que celui de 8h. Sauf que le travail commence à 9h et pas à 7h. Merci, monsieur le député. Le philosophe Bell disait qu'il n'y avait rien de plus ridicule que de discuter des effets d'une cause qui n'existe pas. Eh bien, nous nous donnons ce soir le ridicule de discuter des petites lignes sans qu'on sache en quoi consiste une petite ligne. Et nous le faisons après qu'on demande des engagements qui sont donnés à foison, d'autant plus facilement qu'ils n'engagent strictement à rien. Comment peut-on dire en même temps que l'on va s'assurer d'investissements qui seront raisonnables et décidés par une direction qui sera responsabilisée, blablabla, libérer les énergies? Comment peut-on dire ça? Et en même temps, nous allons maintenir des supposées petites lignes dont tout le monde est d'accord pour dire qu'en réalité, ce sont les lignes de desserte qui ont une faible desserte. Au Japon, on a maintenu une ligne où il y a un client par jour. Est-ce raisonnable? Eh bien, c'est totalement déraisonnable si la loi qui doit l'emporter est celle de la rentabilité, et tel est l'état d'esprit de la vente des fuseaux horaires, mais c'est très raisonnable si on a pour seul objectif d'assurer la possibilité d'un transport en public. Donc, deux logiques s'affrontent. L'une où l'État est stratège et décide de l'organisation du territoire et veut faire prévaloir à tout prix le transport public, et l'autre qui considère que c'est une entreprise et que donc elle doit développer une rentabilité. C'est ou l'un ou l'autre. Mais s'engager ce soir à défendre des petites lignes qu'on est incapable de définir d'après des normes qu'on a condamnées quelques instants auparavant en dénonçant le montant de l'endettement, tout ça est absolument incohérent et relève de la catégorie dénoncée par le philosophe Bell. Merci, monsieur le député. Alors, madame Rossi. On ne sait plus dans les conditions de ce débat avec qui l'on parle. Alors, je voudrais interpeller et repartir du raisonnement de notre collègue de Courson. Votre arrière-grand-père maternel, d'heureuse mémoire, monsieur de Courson, qui siégeait ici, je dis d'heureuse mémoire parce qu'il a voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et donc, c'était un républicain. Mais en attendant, c'était quand même déjà un beau réactionnaire. Et il a voté contre la nationalisation. Et ce fait, vous faites passer à côté d'une réalité. C'est que quand on a nationalisé, cher Charles de Courson, eh bien, il n'y avait pas de concurrence, il y avait un monopole. Et c'est la concurrence qui change tout et qui change la nature des objets juridiques que nous posons en place. Tout le reste, ce sont des détails, y compris la discussion sur la dette, j'y viens dans un instant. Je vais aussi vite que je peux. C'est la concurrence qui va demain faire que sera modifiée la loi, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est par petites étapes. Vous ne pouvez pas venir avec vos gros souliers, nous dire « Ah bon, on va tout privatiser et virer tout le monde ». Non, vous y allez par petits morceaux. C'est comme ça que ça se fait dans toute l'Europe. D'abord la concurrence, bien jusqu'au bout. La concurrence oblige de changer le statut des personnels. Pourquoi? Parce que la seule variable d'ajustement, ce sera le salaire. Vu que le train, la technique, le rail, le taux, le prix de participation sera le même pour tout le monde. On ne pourra donc avoir de différence qu'en pressant sur les salaires. Voilà pourquoi les futurs employés ne seront pas des fonctionnaires. Et enfin,
Une fois qu'on a posé cette concurrence, on comprend pourquoi on viendra un jour nous dire « Nous avons besoin d'argent et nous ne pouvons pas le demander aux contribuables, demandons-le en bourse et en société privée. » Mais ce numéro-là a été fait 10 fois, 20 fois en France et dans toute l'Europe. J'achève sur la dette. Qu'est-ce qu'il y a avec cette dette? Quel est votre problème? 50 milliards, c'est le chiffre qui vous fait peur? Qu'est-ce que 50 milliards? La société privatisée du chemin de fer anglais doit 46 milliards. Qu'est-ce que 50 milliards? Une dette, Madame la Ministre, une dette, ça se met en regard des actifs. Quels sont les actifs de la SNCF? Quels sont les actifs de la SNCF? Quelle somme? Eh bien, vous ne le savez pas et vous ne posez même pas la question. Une dette n'a de sens que si on la regarde avec les actifs. Et ensuite, le rendement de la société. La société, aujourd'hui, elle crache 600 millions de bénéfices après avoir payé la charge de la dette. Tout ça, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. La seule chose qui compte, c'est s'il y a le monopole de la circulation, s'il y a le monopole du rail ou le reste. Le reste, c'est même pas de la bonne gestion capitaliste. Nous sommes à l'article 1er qui résume au fond les finalités, les objectifs de la loi. Nous vous accusons de préparer la privatisation du service public du rail et de franchir avec cette loi les étapes qui y conduisent. Nous vous accusons de détruire le statut des cheminots, qui était un statut social, qui faisait rêver, qui était un ascenseur social pour d'innombrables de nos concitoyens dans les générations qui ont précédé. Vous faites tout ça pour une unique raison strictement idéologique. Créer un marché là où personne ne s'imaginait qu'on puisse en trouver un. Le marché, c'est celui qui consiste à vendre des fuseaux horaires à des compagnies ferroviaires différentes, c'est-à-dire nous ramener à la situation qui était celle d'avant la première nationalisation de la SNCF, lorsqu'il a fallu faire la nationalisation. Pour créer ce marché, il y aura une variable, et c'est cette variable qui fera la différence, ce seront les salaires. C'est la raison pour laquelle vous commencez par supprimer le statut des cheminots pour que les autres, ceux qui seront recrutés après, relèvent du droit commun du travail, celui qu'a créé la loi de Madame Pénicaud, qui permet de traiter entreprise par entreprise le code du travail. Voilà ce que vous êtes en train de mettre en place. Aucun d'entre vous n'est capable de prouver que d'une manière quelconque, le train roulera mieux, plus sûrement, plus confortablement et moins cher avec la logique que vous mettez en place. Et vous n'y arriverez jamais, pour la raison que la concurrence ne fait qu'une chose dans ce type d'activité, c'est augmenter et ajouter sans cesse des surcoûts de gestion, des coûts de gestion entre entreprises, de la publicité, etc., etc. La concurrence coûte cher, là où le monopole coûte moins cher et garantit l'efficacité. Merci, monsieur le député.